Merci beaucoup. Infiniment. Merci beaucoup de cette invitation et de vous intéresser à la prévention, ça nous rassure beaucoup. Voilà, donc j'ai élargi un petit peu le propos, vers une prévention, pas seulement un dépistage personnalisé. Vous savez que dans la prévention, il y a deux parties. La prévention primaire, qui sont toutes les actions qui consistent à empêcher la survenue du cancer, et la prévention secondaire, qui est le dépistage, qui consiste à détecter tôt un cancer ou une lésion précancéreuse pour éviter de mourir du cancer. Alors, pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'une prévention ciblée ? En fait, j'ai pris quelques exemples pour illustrer pourquoi. Un exemple majeur, c'est qu'aujourd'hui, le rapport bénéfice-risque, par exemple des dépistages en population générale, il est assez critiquable à l'échelle individuelle. À l'échelle de la santé publique, ça ne pose pas de question. Prenons l'exemple du cancer du sein. Pour le dépistage du cancer du sein, on va diminuer de 20 à 25% la mortalité par cancer du sein pour les femmes qui participent. Et on aura plus de stades précoces, donc moins de traitements lourds. Par contre, pour une femme quelconque qui va faire du dépistage du cancer du sein, il y a une femme sur 8 qui aura un cancer du sein. La plupart, évidemment, n'en mourront pas. Donc finalement, il n'y a qu'une femme sur 50 ou 60 qui pourrait mourir de cancer du sein et donc avoir le bénéfice du dépistage. Et donc il y a plein de femmes qui font du dépistage pour rien, malheureusement. Et il y a un certain nombre d'inconvénients qui sont que de temps en temps, on va faire des biopsies alors que c'est bénin. Ça, c'est pas trop grave. Et on sait qu'on dépiste ce qu'on appelle des faux positifs, c'est-à-dire des cancers qui finalement n'auraient jamais évolué si on ne les avait pas trouvés. C'est à peu près 10 à 15% de tous les cancers du sein. Bref, ça n'empêche que le bénéfice en population générale, en santé publique de ce dépistage, il est réel, mais à l'échelle individuelle, il est potentiellement pas terrible. Une autre raison très importante, c'est qu'en fait, comme l'a bien illustré Jean-Yves, nos progrès dans la compréhension des mécanismes de carcinogénèse nous aident énormément. Il y a longtemps, comme moi aussi j'étais à la fac, on pensait que pour qu'un cancer devienne un cancer, il fallait une accumulation de mutations dans une cellule, donc des substances carcinogènes, mutagènes, plein de mutations de l'ADN. Maintenant, on sait que c'est différent, que dès la naissance et de plus en plus en vieillissant, dans chacune de nos cellules, on a des mutations, ce qu'on appelle drivers, qui peuvent créer des cancers, et que la plupart des gens ne vont pas, la plupart des cellules ne vont pas se transformer en cancer. Mais par contre, sous l'effet d'un certain nombre de paramètres de l'environnement, des expositions, qu'elles soient internes ou externes, et donc on voit très bien de quoi on parle, le tabac, l'alcool, les hormones, les rayonnements, etc., les cellules vont pouvoir éventuellement se transformer. Et donc on a les moyens aujourd'hui d'identifier des tissus qui sont en cours de transformation, de détecter dans le futur, dans le sang, ce tissu qui change, et donc de le cibler mieux. Et une troisième raison, on peut en trouver 1000, mais une troisième raison, c'est quand on regarde l'accroissement des cancers en France, qui est très important pour certains cancers. Donc moi, je m'occupe beaucoup de cancers du sein, donc c'est toujours mon exemple préféré. À quoi est lié l'accroissement des cancers du sein en France ? En 1990, il y avait 30 000 cas par an. En 2023, on a 61 000 cas par an. Et donc, ce qui a été montré très joliment par Santé publique France, c'est qu'il y a 30% de cet accroissement qui est lié à l'accroissement, à l'agrandissement de la population. On est plus nombreux, on est plus de femmes et d'hommes aussi. À la structure d'âge, 23%, ça c'est le vieillissement. La population vieillit en France, bien sûr, mais il y a plus de la moitié, 51% de l'augmentation de risque qui est en lien avec des changements de facteurs de risque, d'exposition. Nos vies changent. On a des vies hormonales entre guillemets différentes, on est exposé à pas mal d'hormones, mais aussi des modes de vie très sédentaires, un accroissement du poids, etc. Et donc ça, c'est quelque chose qui est ce qu'on appelle nous en médecine actionnable, c'est-à-dire on peut en faire quelque chose, on peut changer la destinée de ces personnes si on identifie les personnes plus à risque. Et donc l'idée, c'est d'ajouter à la prévention classique que j'appellerais 1.0, c'est vraiment les approches de santé publique, population générale, il faut bouger, il faut bien manger, il ne faut pas boire, il ne faut pas fumer, etc., vers des approches plus individualisées. Et on va voir à quoi ça peut ou ça pourrait ressembler, quelque chose qui, à l'échelle individuelle, permettrait de plus changer la trajectoire du risque de cancer. Ça ne veut pas dire qu'on veut rendre les individus responsables de leur santé. Les actions de santé publique, elles sont absolument majeures. C'est juste que c'est complémentaire et ça peut permettre de faire mieux. Et donc le modèle de l'interception des cancers, c'est ça. C'est de dire,
D'abord, il y a deux éléments. Un premier élément, c'est que chez les gens qui développent un cancer aujourd'hui, il y en a à peu près 40% qu'on aurait pu identifier 5 ou 10 ans avant comme étant à haut risque. Et on aurait pu faire plus de dépistage, voire de la prévention pour empêcher la survenue du cancer. Ça, c'est une vraie réalité. Et le deuxième élément, c'est qu'à un temps donné, à un âge donné, on a une situation de risque qui est ce qu'elle est, parce qu'on a un contexte génétique, la génétique on ne la change pas, et parce qu'on a été exposé à des choses qu'on ne peut pas changer. Des expositions soit volontaires, soit involontaires. Et vous savez que la plupart des expositions sont involontaires. On ne contrôle pas vraiment ce qu'on mange, pas réellement, il y a un impact social majeur. Et fumer, ce n'est pas réellement un acte volontaire au départ. On a des gènes qui prédisposent à être plus addicts, etc. Enfin, on ne va pas rentrer dans les détails. En tout cas, surtout pas de culpabilité. À un temps donné, on a une situation de risque. Et en l'identifiant, on pourrait faire en sorte de développer des interventions ciblées, plus de dépistage, plus de prévention chez des personnes qui sont les plus à risque pour empêcher la survenue du cancer ou du cancer grave. Et donc, comment est-ce qu'on identifie le risque individuel ? Il y a plein de façons de faire ça. Par exemple, si on a beaucoup fumé, comme Marie-Pierre nous a dit tout à l'heure. Mais aussi, il peut y avoir d'autres façons de faire. La génétique compte. L'histoire familiale, l'histoire personnelle, les expositions, etc. Et tout ça peut éventuellement, pour certains cancers, comme le cancer du sein, s'intégrer dans des scores de risque. Et on voit quand on intègre tout, bon, ça ne va pas être très clair pour vous, mais quand on intègre tout, on est vraiment beaucoup mieux capable d'identifier des personnes à haut risque ou à beaucoup plus faible risque et de donner des conseils plus personnalisés. Et bien sûr, parce qu'on ne peut pas s'en passer à chaque fois, il y a aussi de l'intelligence artificielle ici. Et donc, on a plein de scores de risque qu'on a mis 30 ans à construire, assez complexes. On vous interroge, vous remplissez des questionnaires, on fait de la génétique, on calcule la densité de vos seins. Mais à côté de ça, les radiologues ont développé de l'intelligence artificielle juste sur une analyse d'image qui prédit probablement aussi bien le risque de développer un cancer du sein. Dans le poumon, c'est pareil. Il y a aussi de l'intelligence artificielle qui prédit le risque. Ça a l'air très intéressant. Bref, on est assez capable aujourd'hui de prédire le risque. On l'est de mieux en mieux. Et donc, est-ce qu'on peut, à partir de ça, personnaliser le risque ? L'idée, c'est qu'est-ce qu'on en fait ? En fait, le modèle classique, c'est effectivement sur le dépistage. Évidemment, je vais prendre l'exemple du cancer du sein. L'idée, c'est, au lieu de faire qu'une femme commence son dépistage, quoi qu'il arrive, à 50 ans, tous les 2 ans, etc., certaines femmes ont besoin de commencer plus tôt et d'autres peuvent commencer plus tard. On sait que le risque existe entre 40 et 50, mais il est relativement rare. Et on peut, pour certaines femmes qui sont à faible risque, et en plus qu'à faible risque de développer des cancers agressifs, faire des dépistages moins fréquents et d'autres plus fréquents. Et donc on va vraiment stratifier, pas vraiment personnaliser, mais stratifier la prise en charge. Et ça, c'est ce qu'on a fait dans une grosse étude dont on aura les résultats qu'en 2027. C'est une étude qui est financée par l'Union européenne. Et l'INCa, et qui a inclus 53 142 femmes dans 6 pays, dont la France, parce que c'est la France qui a coordonné cette étude à l'échelle européenne. On a fini les inclusions il y a plus d'1 an, et qui a tiré au sort les femmes qui voulaient bien participer. Il y a eu 11 000 femmes en France, pour soit continuer pendant 4 ans le dépistage standard, habituel, c'était 40 à 70 ans, soit pendant 4 ans avoir un dépistage stratifié en fonction de leur risque individuel de cancer du sein dans les années qui viennent. Et donc faible risque, elles n'avaient pas de mammo avant 4 ans, risque moyen tous les 2 ans, risque élevé tous les ans, voire des IRM si elles sont à risque très élevé, plus des échographies pour les seins denses. Donc ça, c'est une forme de personnalisation. Donc on est en cours de suivi de cette étude. L'objectif, c'est de réduire l'incidence de cancer de stade 2 et plus, d'avoir essentiellement des stades 1 par cette stratégie. Et j'espère que ça va fonctionner. Rendez-vous en 2027. Ok. Et après, quel est le parcours de soins ? Désolée, je n'ai pas fait avancer les petits points. Quel est le parcours de soins qui va pouvoir nous aider à faire ça ? Parce qu'en fait, c'est très bien de dire le risque, mais qui évalue, comment on fait, etc. Et donc, nous, on a développé un programme pilote à Gustave Roussy qui s'appelle Interception, qui consiste en ça. Il s'agit de décrire un parcours qui permettrait aux personnes d'être identifiées comme étant à risque. Et si elles sont à plus haut risque,
être prise en charge. Ce n'est pas une prise en charge très lourde, hein. Ça relève sur l'identification des personnes à risque en médecine de ville. Une journée passée dans un centre spécialisé une fois, il n'y a pas besoin d'y venir 50 fois. Une journée où on va vous donner beaucoup d'informations, de l'éducation. Vous saurez tout ce qu'il faut faire pour contrer le risque, le meilleur dépistage, la meilleure prévention. Et ensuite, avec un suivi digital, avec l'aide de votre médecin traitant, un suivi à long terme. Et donc, on a des parcours, on a commencé il y a bientôt 4 ans, on a des parcours pour des personnes à haut risque de cancer du sein, évidemment, du pancréas, du poumon, tabac, des grands fumeurs, pas mal de parcours pour les personnes à risque génétique, et puis d'autres lésions un petit peu plus particulières, on va dire. On va bientôt ouvrir les risques d'hépatocarcinome sur les stéatoses hépatiques. Ça, c'est une grosse problématique actuellement en France, et puis un programme pour HPV, le virus papillome. Donc dans la journée, les personnes viennent une journée. C'est un groupe de personnes qui sont dans la même situation de risque et donc on travaille beaucoup sur le côté cognitif. On va vous apprendre plein de choses et la perception de connaissance est extrêmement améliorée, ce qu'on appelle l'awareness. Et on va faire en sorte que vous soyez bien éduqués, que vous sachiez reconnaître les fake news, etc. Mais aussi sur vous-même. Votre risque, qu'est-ce qu'il faut faire, quel dépistage, quelle prévention dans votre cas pour éviter le cancer grave, quels symptômes éventuellement pour lesquels s'inquiéter, etc. Et on a des ateliers nutrition, parce qu'évidemment la nutrition est assez fondamentale, et ateliers activité physique, parce que c'est un facteur de risque assez important pour beaucoup de ces cancers. Et si on a un risque élevé, on a encore plus de bénéfices que la population générale pour les changements nutritionnels, certains assez particuliers en fonction du risque, et pour l'activité physique. Voilà. Et donc on a fait un développement très participatif. Il y a beaucoup de gens qui nous aident à construire ce programme. Je ne vais pas rentrer dans les détails. On travaille beaucoup sur la connaissance de soi. C'est un truc important aujourd'hui, vous savez, le self-knowledge, etc. Et les gens sont motivés parfois par exemple, pour le tabac, ils sont plus motivés par leur CO expiré qui est dans le rouge que par la connaissance du fait qu'ils fument depuis longtemps, qui est quelque chose d'avéré. En fait, dès que vous voyez un biomarqueur, c'est un peu comme le cholestérol, ça va plus vous motiver que le fait que vous fumiez, vous ne bougiez pas depuis 20 ans. Et donc, on travaille beaucoup là-dessus. Après avoir ouvert à Gustave Roussy, on est en train d'étendre avec plein de centres qui nous rejoignent en France. On a ouvert 4 centres dans des CLCC et puis il y aura des centres un peu partout dans la prochaine année. On est financé par le ministère de la Santé dans ce qu'on appelle un article 51 pour faire la démonstration qu'un tel parcours, ça a un sens, que c'est utile et que ça permet effectivement d'éviter les cancers graves. Donc il y a un petit logiciel pour les médecins de ville qui peuvent proposer à leurs patients dont ils pensent qu'ils sont éventuellement à sur-risque et pourraient avoir un intérêt à ce programme, qui peuvent faire le test en ligne assez rapidement. Rapidement, juste une chose pour dire que la partie digitale est très importante. Alors, l'enjeu de la médecine aujourd'hui, c'est vraiment de savoir comment utiliser le digital sans déshumaniser la médecine. Et on a donc ces journées qui sont des journées présentielles, le contact humain, les groupes, etc. C'est super important. Mais la partie digitale, pour vous donner des infos en temps réel, pour que vous sachiez à qui vous adresser en cas de problème, etc., elle est vraiment très importante. Donc on a pas mal travaillé sur un parcours de soins et on a pas mal de soutien dont France 2030 pour la partie digitale. On a un développement digital assez intéressant qui permet aux personnes d'avoir un portail qui va les suivre tout au long de leur vie potentiellement. Voilà. Donc je ne vais pas vous rentrer dans les détails sur les résultats, mais on n'a pas encore de résultats pour savoir si on diminue réellement l'incidence de cancer grave. Pour l'instant, on a très honnêtement, essentiellement des cancers de stade 1, mais on n'a pas encore un recul énorme. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'on a pu modifier le profil nutritionnel des personnes. Il y a 40% des gens qui ont amélioré d'1 point leur score WCRF, ce qui est quand même très significatif. Ça veut dire 10% de diminution des risques de cancer théoriques. On identifie des cibles de prévention, on change les schémas de dépistage chez les 3/4 des gens. On a une augmentation majeure de la perception de connaissance, de l'awareness, qui est très important comme moteur, 65% des personnes. L'adhérence au dépistage est très bonne et les gens sont très contents. On a peut-être un public qui est un peu sélectionné. On fait des efforts majeurs pour que ça ne soit pas une médecine de riches qu'on est en train de construire, mais quelque chose qui s'adresse à tout le monde. Donc on travaille beaucoup avec ce qu'on appelle les CPTS,
les médecins de ville, les professionnels de ville dans les zones, les banlieues un petit peu défavorisées au sud de Gustave-Roussy, à Villejuif, etc. Et donc l'impact attendu à moyen terme, c'est diminuer l'incidence de cancer grave, ça c'est vraiment majeur, mais diminuer aussi la lourdeur des traitements. Si vous avez dès que vous passez un cancer de stade 2, les traitements sont aujourd'hui partout infiniment plus lourds, permettre que ça soit ubiquitaire sur la France, etc. Voilà, ça sont nos locaux, et merci beaucoup.